Lorsqu'un officier reçoit un appel au 911 de la part d'un enfant de 3 ans, il pense d'abord à une blague. Mais sachant qu'il ne faut jamais sous-estimer un appel d'urgence, il se précipite quand même et ce qu'il trouve sur place lui retourne l'estomac. S'agit-il simplement d'un enfant qui joue, ou de quelque chose de bien plus grave? Écoutons. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. La pluie martelait le pare-brise de la voiture de patrouille de l'officier Daniel, Dan, et, transformant Maplewood en un flou de lampadaires étalés et de maisons ombragées. C'était la fin octobre, le genre d'averse froide et implacable qui vous transperce les os, peu importe à quel point vous montez le chauffage. Après 20 ans au sein du service de police de Maplewood, Dan était fatigué physiquement et moralement. Il pensait déjà à la fin de son service, des restes réchauffés, des chaussettes sèches et le silence confortable de sa petite maison bien rangée. Puis sa radio grésilla. Possibilité de troubles domestiques au 123 Elm Avenue, annonça la répartitrice. L'appelant est un garçon de 3 ans. Dan fronça les sourcils. Un enfant de 3 ans? Très probablement un petit qui joue avec le téléphone, ou un frère plus âgé qui compose en plaisantant. Mais sous le ton calme de la répartitrice, il entendit autre chose. Une légère tension. De l'inquiétude. Et Dan avait appris depuis longtemps, on n'ignore jamais une mauvaise intuition. Surtout lorsqu'un enfant est impliqué. Reçu, dit-il en allumant les gyrophares et la sirène. Officier en route. Elm Avenue était habituellement une rue digne d'une carte postale, pelouse soignée, étayée, porche ayant vu plus de citronnade que de crime. Ce soir, pourtant, la pluie rendait tout gris et inquiétant. Dan repéra le numéro 123, un petit bungalow blanc, la peinture écaillée, le parterre de fleurs négligé. Dans l'arrière-cour, une balançoire rouillée s'affaissait. Un tricycle renversé gisait sur l'allée, une roue tournant encore lentement dans le vent. Un nœud d'appréhension se resserra dans sa poitrine. Il sortit, la pluie trempant instantanément son uniforme, et s'approcha de la porte d'entrée. En s'approchant, des sons se mêlèrent au bruit de la tempête, un faible gémissement, un sanglot étouffé, et un bruit sourd, répétitif. La main de Dan se rapprocha de son étui. Il frappa fort. « Police. Ouvrez. » Pendant une seconde, il n'entendit que la pluie et ce bruit sourd. Puis, juste à côté de la poignée, une petite voix murmura « C'est qui ?» Dan s'agenouilla pour que sa voix paraisse moins impressionnante. « C'est l'agent Dan, de la police, » dit-il doucement. « Tu peux m'ouvrir la porte, mon grand ?» Il y eut un déclic. La porte s'ouvrit de quelques centimètres. De grands yeux bleus remplis de larmes fixaient Dan. Un petit garçon, pas plus de 3 ans, se tenait là en pyjama à pied, les cheveux blonds collés à son front, les joues tachées de saleté et de larmes. Il serrait un ours en peluche si fort que l'un de ses bras de tissu se tordait. « Salut, » dit Dan doucement. « Tu es blessé ?» Le garçon secoua la tête, sa lèvre inférieure tremblante. « Non, mais papy est tombé et il ne se réveille pas. » Le nœud dans la poitrine de Dan se transforma en alerte maximale. Ce n'était pas une blague. Il poussa doucement mais fermement la porte et entra. Le salon sentait la laine humide et la moquette usée et sous cela, quelque chose de métallique. Sur le tapis élimé, un homme âgé était étendu, le corps tordu de manière inquiétante, ses cheveux gris collés par le sang. Une tache sombre s'étendait lentement sous sa tête. Dan traversa la pièce en 3 enjambées et s'agenouilla à ses côtés. La peau de l'homme était pâle, sa respiration faible et irrégulière. Dan posa 2 doigts sur son cou et sentit un pouls fragile. « Monsieur ? Vous m'entendez » appela-t-il, sans réponse. Il attrapa sa radio. Officier est au 123 Elm. Homme âgé inconscient, blessure à la tête, perte de sang importante. Ambulance immédiatement. Reçu, les secours arrivent, répondit la radio. Derrière lui, la voix du petit trembla. Est-ce que papy va aller bien ? Dan regarda l'enfant et adoucit volontairement son expression. On va très bien s'occuper de lui, d'accord ? Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Liam cligna des yeux, des larmes suspendues à ses cils. J'ai appelé le numéro que maman m'a dit. Le 9. Il renifla. 911. Dan suivit son regard. Le combiné du téléphone fixe pendait d'une petite table, le cordon tordu. Tu as appelé le 911 tout seul ? Demanda Dan, vraiment surpris. Liam hocha la tête, essuyant son nez avec sa manche. Maman a dit que si quelque chose de mauvais arrivait, je dois dire mon nom, mon adresse, et que papy a besoin d'aide. La poitrine de Dan se serra. Comment tu t'appelles, mon grand ? Liam. Dan sourit doucement. Liam, tu as fait quelque chose de vraiment, vraiment courageux. Tu as beaucoup aidé ton grand-père aujourd'hui. Liam regarda son grand-père puis Dan. Je voulais juste pas qu'il soit tout seul. La porte s'ouvrit brusquement, les ambulanciers arrivèrent, sacs et matériel en main. Dan guida Liam vers le vieux canapé, se plaçant entre lui et le pire de la scène.
Pendant que les paramédics découpaient des vêtements et prenaient les constantes, Dan resta concentré sur Liam répondant à ses questions, le distrayant, le rassurant chaque fois qu'un ordre médical le faisait sursauter. Plus tard, à l'hôpital, M. Robert Miller finit par ouvrir les yeux. Sa tête était bandée, un perfuseur à côté de lui. Sa voix était faible, mais ses yeux s'éveillèrent quand Dan se pencha. « Vous avez fait une sacrée chute, » dit Dan. « Vous vous êtes évanoui, vous avez heurté votre tête. Liam a appelé le 911. Il vous a sauvé la vie. » Les yeux de M. Miller s'embuèrent. « Il a fait ça ?» murmura-t-il. « Ce petit est spécial. » Dan apprit le reste petit à petit via les dossiers médicaux, des conversations, et le récit déterminé mais délicat de M. Miller. Les parents de Liam, Michael et Sarah Miller, étaient des entrepreneurs constamment en voyage. Ils avaient laissé Liam chez son grand-père, juste pour un moment, jusqu'à ce que leur charge de travail se calme. Mais les choses ne se calmaient jamais vraiment. M. Miller avait des problèmes cardiaques et des étourdissements fréquents. Il avait essayé de suivre l'énergie débordante de Liam, mais il était fatigué, trop fatigué. Cet après-midi-là, Liam avait essayé d'aider, comme maman, déplaçant une chaise pour atteindre le comptoir. Une casserole glissée, un quasi-accident sur la cuisinière, puis des vertiges, le noir, la table basse, le sol. Et un enfant de 3 ans seul dans une maison pleine de dangers potentiels. De retour dans sa voiture après la visite à l'hôpital, Dan resta immobile longtemps, les essuie-glaces grinçant. Cela aurait été facile de classer l'incident comme un simple appel médical. Le grand-père aimait son petit-fils, les parents n'étaient pas des monstres juste absents, débordés, trop occupés. Rien dans tout cela n'entrait clairement dans la case « maison dangereuse ». Mais Dan ne pouvait pas oublier la main tremblante de Liam serrant l'ours, la façon dont il avait dit « je voulais juste pas qu'il soit tout seul ». Le torchon presque brûlé dans la cuisine. Le désordre sur les comptoirs. Le fait que, si Liam n'avait pas été formé à appeler le 911, cela aurait pu se terminer avec un enfant seul auprès de son grand-père mort. Était-ce de la négligence? Un tragique presque drama? Ou un avertissement que la prochaine fois, personne n'arriverait à temps? Dan alla voir la capitaine Laura Bennett, une femme au regard perçant et au cœur plus tendre qu'elle ne l'admettait. C'est une zone grise, admit-il. Personne ne lui fait de mal. Il l'aime. Mais le grand-père ne peut plus s'occuper d'un tout petit. La prochaine fois, ça pourrait être la cuisinière, l'escalier, la porte ouverte sur la rue. La capitaine Bennett l'étudia longuement. Tu as de bons instincts, Dan. Si ton intuition dit que cet enfant est en danger, n'ignore pas ça. Tu ne punis pas la famille, tu t'assures qu'elle obtienne de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Il hésita une seconde de plus avant d'appeler les services de protection de l'enfance. Le lendemain, la travailleuse sociale Emily Carter rendit visite à M. Miller et Liam à l'hôpital, puis effectua des visites à domicile et contacta les parents à l'étranger. L'après-midi, elle appela Dan. « Officier, dit-elle, vous avez bien fait. L'état de santé de M. Miller rend impossible la garde à plein temps. Nous organisons une aide à domicile pour lui, et nous discutons avec les parents d'options de garde plus sûres lorsqu'il voyage. Notre objectif est de garder Liam avec sa famille, simplement avec plus de soutien. » Un soulagement chaud traversa Dan. Il n'avait pas détruit une famille. Il venait peut-être d'en empêcher l'effondrement silencieux. Pourtant il n'arrivait pas à s'en détacher. Pendant l'hospitalisation de M. Miller, Dan s'arrêta au 123 Elm après ses services d'abord pour des excuses pratiques. Un sac de course ici. Une nouvelle serrure là. Un rapide coup d'œil à la maison. Quand M. Miller fut autorisé à sortir, bandé mais têtu, Dan l'aida à monter les marches. Liam attendait à la porte, bondissant. « Papy !» cria-t-il en se jetant en avant mais Dan intercepta l'élan, transformant le son en câlin doux avant de confier l'enfant. À partir de là, les visites devinrent moins « officielles » et plus « autre chose ». Dan apporta une petite balle en mousse et apprit à Liam comment lancer dans la cour arrière. Ils construisirent des forts en couverture dans le salon, drapant des draps sur des chaises et appelant ça un château. Dan lut des histoires du soir avec une « voix de dragon », grave qui faisait rire Liam jusqu'à ce qu'il oublie d'avoir peur des monstres du conte. Un après-midi, Dan emmena Liam au commissariat. Il le laissa s'asseoir à l'avant de la voiture, activer brièvement la sirène, et essayer son chapeau. D'autres officiers passèrent, faisant semblant d'être des « policiers sérieux », interviewant un témoin très important. Les yeux de Liam brillaient. De son côté, Liam s'attacha à Dan avec un amour simple et farouche. Il courait à la porte lorsqu'il voyait la voiture de patrouille, criant « Dan est là ! Dan est là !» Il posait 1000 questions. « Tu attrapes des méchants tous les jours? T'as déjà eu peur? T'as une famille ?» Cette dernière question touchait toujours quelque chose de sensible. Dan ne s'était jamais marié. Sa vie était devenue une succession de longues heures de travail et de nuits silencieuses, son monde réduit à son emploi et 4 murs.
Il n'avait pas réalisé à quel point il se sentait vide avant qu'un petit garçon ne vienne remplir cet espace de bruit, de dessins et de câlins aux doigts collants. Un jour, Dan remarqua une photo encadrée sur la cheminée. Un monsieur Miller plus jeune tenant un nouveau-né emmailloté dans une couverture bleue, le regardant comme s'il tenait la lune. « C'est toi, Liam ?» demanda Dan. « Oui, » répondit Liam fièrement. « Papy dit que j'étais petit mais bruyant. » Dan regarda la photo puis l'enfant qui alignait maintenant soigneusement des dinosaures en plastique sur la table basse. L'amour dans les deux images, le bébé, le garçon était le même. Ce n'était pas une famille brisée, pensa Dan. C'était une famille étirée jusqu'à l'extrême, dangereusement proche de casser, jusqu'à ce qu'un petit acte de bravoure force tout le monde à ouvrir les yeux. Des semaines plus tard, pendant un dîner au 123 Elm, le téléphone de Dan sonna. Encore la capitaine Bennett. « Hey, nous avons un cambriolage dans une bijouterie à Riverton. Possible lien avec une série de vols. On a besoin de vous ?» Dan regarda M. Miller, puis Liam. « Je dois y aller, champion, » dit-il en lui ébouriffant les cheveux. « La prochaine fois, je te raconterai comment on a attrapé les méchants, d'accord ?» Liam hocha la tête, sérieux. « Promis ? » « Promis. » L'enquête devint un marathon, planque, interrogatoire, longue nuit à analyser des vidéos floues. Les jours se mélangèrent. Dan appelait Liam et M. Miller quand il pouvait, mais les visites s'arrêtèrent. La culpabilité le rongeait, même si son devoir l'emportait. Lorsque l'affaire fut enfin résolue et les suspects arrêtés, Dan ne rentra pas chez lui. Il alla au 123 Elm. À travers la fenêtre, il aperçut Liam et son grand-père penchés sur un plateau de dames. Quand Dan entra, Liam leva la tête. « Dan » cria-t-il, en voyant les pions valser en courant vers lui. Il s'écrasa contre ses jambes, les bras serrés autour de lui. « Tu es revenu » souffla Liam. « Bien sûr » répondit Dan en le serrant contre lui. La fatigue des dernières semaines se dissipa sous la chaleur de cette étreinte. Quelques semaines plus tard, les parents de Liam revinrent de leur voyage. Dan resta d'abord à l'écart. Il ne savait pas comment il réagirait en apprenant qu'un policier, celui qui avait contacté les services sociaux, était aussi devenu une figure centrale dans la vie de leur fils. Il se dit qu'il était temps de se retirer. Mais le vide qui suivit le surprit. Puis, un après-midi en patrouille, la radio se manifesta. « Officier M et Madame Miller sont au poste et demandent à vous voir. » L'estomac de Dan se serra. « Ça y est, pensa-t-il. C'est maintenant qu'ils me disent que j'ai dépassé les limites. » Au poste, un couple bien habillé se tenait dans la salle d'accueil, leurs mains étroitement enlacées. Madame Miller avait les yeux rouges, un bouquet de fleurs tremblant dans ses mains. Monsieur Miller tendit la main à Dan. « Officier demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« Nous voulions vous remercier, » dit Monsieur Miller, la voix rauque. « Pour tout ce que vous avez fait pour notre fils. Et pour mon père. » Madame Miller hocha la tête, les larmes coulant. « Nous avons lu les rapports de la travailleuse sociale. Nous avons vu les photos de la chute. Nous avons écouté Liam parler de cette nuit. De comment vous êtes venu. Et revenu. » Elle déglutit. Nous étions effrayés. Et honteux. Dan cligna des yeux. « Vous ne me devez aucun remerciement, » dit-il maladroitement. « J'ai juste fait mon travail. »« Non, » répondit Madame Miller doucement. « Vous avez fait plus que votre travail. Liam vous appelle son héros. » Elle lâcha un petit rire tremblant. « Il dit que vous êtes l'homme le plus courageux, le plus fort et le plus gentil qu'il connaisse. » Les oreilles de Dan chauffèrent. Il avait reçu des médailles, des plaques, des prix. Aucun n'avait jamais eu autant d'impact. Ils avouèrent ensuite tout, la pression de leur entreprise, les voyages, leur conviction que le confort matériel suffisait. Comment lire le rapport d'Emily avait été comme une gifle. On était tellement concentré sur son avenir, dit M. Miller doucement, qu'on a oublié d'être présent dans son présent. On ne veut plus rater sa vie, ajouta Madame Miller. On réduit nos voyages. On organise une vraie garde et une aide pour mon père. On veut devenir les parents qu'il mérite. On avait juste besoin que quelqu'un nous réveille avant qu'il ne soit trop tard. Dan écouta, sentant un poids fondre en lui. Il n'était pas parfait, mais il voulait changer. Liam n'aurait plus à porter seul ce fardeau. « Si vous êtes d'accord, » dit Dan, « j'aimerais rester dans sa vie. Pas en tant que policier. Juste, comme ami. » Monsieur Miller esquissa un sourire. « Nous en serions reconnaissants. » Les mois suivants, le rôle de Dan changea, mais il ne disparut jamais. Il devint oncle Dan, celui qui arrivait aux anniversaires avec des jouets bruyants, qui applaudissait pendant que Liam apprenait à faire du vélo, qui s'asseyait par terre pour construire des structures de Lego impossibles. Inspiré par son lien avec Liam, Dan commença à faire du bénévolat dans des programmes pour jeunes, encadrant des adolescents à risque. Il découvrit que l'écoute, la présence, et la constance pouvaient changer une vie bien avant qu'une paire de menottes n'entre en scène. Un soir d'été,
Dan était assis sur le porche du 123 Elm avec Monsieur Miller. L'homme âgé avait meilleure mine, bien qu'il restât prudent dans ses mouvements. Des lucioles scintillaient dans la cour tandis que Liam courait partout, riant, un bocal dans la main et une joie sauvage dans la voix. « Tu sais, » dit Dan tranquillement en le regardant, « je n'aurais jamais cru trouver un endroit comme celui-ci. Une famille comme celle-ci. » Monsieur Miller sourit, les rides profondes de son visage s'adoucissant. « La vie est étrange, » dit-il. « Parfois, il faut une chute, un appel téléphonique, ou un étranger à votre porte pour vous montrer ce qui manquait. Parfois, elle vous envoie des cadeaux inattendus. » Liam trébucha, puis se releva, tenant le bocal triomphalement. « Regarde, papy. Regarde, Dan. J'en ai attrapé une. » Il brandit le bocal, la lumière illuminant son visage ravi. Dan le regarda, ce petit garçon dont les petites mains avaient composé 3 chiffres et changé tellement de vie. Il avait trouvé bien plus qu'un appel ce soir-là sous la pluie. Il avait trouvé un sens. Alia. Une forme d'amour ne nécessitant pas de lien de sang, seulement un cœur prêt à s'ouvrir. Parfois, pensa-t-il, les actes les plus courageux ne viennent pas des héros entraînés, mais de petites mains serrant un ours en peluche, murmurant dans un téléphone, « Aidez mon papy, s'il vous plaît. » Avez-vous déjà été témoin d'un petit acte de bravoure qui a changé la vie de quelqu'un? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.